Mais je pense qu'aujourd'hui, les adjuvants jouent un rôle important pour pouvoir utiliser des granulats de moins bonne qualité ou recyclés, et aussi pour utiliser des ciments bas carbone, dans des conditions normales, avec des conditions de main-d'œuvre et de sécurité sur les chantiers. Christophe Genot, bonjour. Merci de nous recevoir pour parler du CINAD. Merci à vous d'être venu. En prie. Première question. Donc, le CINAD existe depuis 1968. Mais est-ce que vous pourriez nous rappeler, finalement, qu'est-ce que c'est que le CINAD et quelles sont ses missions ? Le CINAD est une association professionnelle des fabricants d'adjuvants pour le béton et d'agents de mouture pour le ciment. Notre rôle est de mettre en lumière et de défendre nos métiers. Et nos missions principales sont de valoriser la valeur ajoutée de nos produits au regard des enjeux environnementaux et sociétaux. Le CINAD aussi est organisé finalement en différentes commissions, missions, etc. Est-ce que vous pouvez juste nous rappeler quelles sont en fait, les différentes commissions, comment c'est organisé en interne ? Effectivement, pour illustrer les différentes missions dont je viens de vous parler, nous avons une commission technique, une commission environnementale, une commission communication, et nous avons mis en place un groupe de travail construction durable. Mais je vous en parlerai, je pense, un peu plus tard. Qui s'inscrit fièrement dans l'ère du temps. Oui, dans l'ère du temps, dans l'ère de réfléchir à comment nos métiers pourra contribuer à la préservation de l'environnement. Donc le CINAD, donc c'est un syndicat professionnel donc, qui réunit un certain nombre d'industriels. Qui sont ces industriels et combien sont-ils ? Nous sommes 7 adhérents avec Sika, Chryso, Cemex Adjuvant, MC Bauchimie et TAM Group. La filière béton œuvre à la décarbonation du secteur de la construction. Quelles sont les missions ou quel est le rôle que jouent les adjuvants et indirectement les adhérents du CINAD dans cette mission de décarbonation ? Alors les adjuvants et les agents de mouture ont un rôle très important. D'une part, les adjuvants permettent de pallier les défauts de réactivité des ciments bas carbone. Donc en fait, on se permet de maintenir des performances et de monter en caractéristiques quasi identiques au béton qui ont un dégagement de carbone, je dirais, habituel. Ça signifie qu'un ciment moins carboné est de facto moins réactif à la prise. Donc ce qui fait qu'il faut booster ses performances pour permettre aux entreprises de rester dans leur cycle de production classique. C'est un petit peu rapide, mais c'est ça. Et la deuxième action, au niveau des agents de mouture, les agents de mouture permettent d'obtenir des ciments qui consomment moins d'énergie au niveau de leur broyage et qui ont aussi une réactivité améliorée. Et enfin, le troisième levier sur les adjuvants pour le béton, c'est de conférer la possibilité d'utiliser des granulats de moindre bonne qualité ou des granulats recyclés. Puisque donc les adjuvants vont apporter un certain nombre d'éléments qui vont faciliter l'intégration des granulats recyclés dans le béton, qui vont faciliter le mélange, qui vont faciliter l'enrobage de ces granulats, qui vont être moins absorbants finalement en eau et en autres éléments. C'est tous ces éléments-là que va rajouter l'adjuvant. C'est à la fois l'adjuvant va permettre la mise en œuvre des produits et de conserver les données et la fluidité pour la mise en œuvre du produit et la continuité de cette mise en œuvre du produit pendant le temps défini, mais aussi préserver les performances mécaniques garanties. Juste pour revenir aux agents de mouture, donc ces agents de mouture jouent un rôle important, ce que vous avez dit, dans le broyage des ciments, mais est-ce que le fait de produire des ciments moins carbonés oblige quelque part à faire évoluer également ces agents de mouture, ou là il n'y a pas d'évolution particulière ? Oui, effectivement, les agents de mouture aujourd'hui ont évolué depuis l'apparition des ciments bas carbone. Mais c'est surtout les ciments bas carbone qui ont obligé les cimenteries à utiliser des agents de mouture ou à utiliser différents types d'agents de mouture pour optimiser également leur performance énergétique et pour optimiser la réactivité de leur ciment. Par contre, ça reste toujours les mêmes agents de mouture ? Non, il y a aussi des évolutions dans les agents de mouture. Les agents de mouture, d'accord. Exactement. Okay. Et est-ce que ça veut dire aussi qu'il y a une montée en puissance des agents de mouture ? C'est-à-dire qu'on en utilise un petit peu plus aujourd'hui du fait de ces nouvelles générations de ciment, ou ça reste quelque chose d'assez stable ? Je dirais que c'est plus
des agents de mouture un peu différents, avec des objectifs un petit peu différents. Puisque ça, je faisais le parallèle par rapport aux adjuvants. Dans les années 70-80, il y avait peu d'adjuvants, et c'est devenu finalement presque le 5e ou le 6e composant indispensable du béton. Aujourd'hui, il n'y a pratiquement pas de béton qui est fait sans adjuvant, alors que dans le passé, on en faisait sans adjuvant. Oui, mais dans le passé, on n'avait pas besoin d'autant de garanties de succès, de performance, et des conditions de mise en œuvre aussi qui étaient peut-être moins surveillées qu'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je dirais que l'adjuvant, effectivement, est un élément important pour la réussite d'un ouvrage, et pour la possibilité d'utiliser des matériaux compatibles avec nos enjeux environnementaux. Dans ce contexte de décarbonation du secteur, est-ce qu'également il y a des nouvelles familles d'adjuvants qui sont en train de voir le jour, d'apparaître de manière générale dans ce secteur-là? Parce qu'il y a des plastifiants, super plastifiants, je conçois que ces produits en eux-mêmes doivent évoluer, mais est-ce qu'on voit également d'apparaître de nouveaux besoins en termes d'adjuvantation qu'on avait peut-être pas forcément identifié jusqu'à aujourd'hui? Alors, les nouveaux besoins sont dictés par l'utilisation de ciment bas carbone, et donc la plupart de nos adhérents ont mis en place des gammes d'adjuvants dédiés au béton bas carbone. Et donc, effectivement, ce sont des gammes qui viennent s'ajouter aux produits qu'on utilise habituellement dans les bétons. Par contre, ils s'inscrivent dans des champs normatifs existants déjà. Ce sont des super plastifiants dédiés à des bétons bas carbone ou des plastifiants dédiés à des bétons bas carbone. Oui, ils sont dédiés, mais ils requièrent des niveaux de performance identiques à ceux exigés par la norme. Mais ça veut dire aussi qu'il y a des adjuvants, je dirais à un moment donné, on parlait notamment des CEM3, qu'on appelait des ciments un peu paresseux. Donc pendant longtemps, les adjuvantiers cherchaient la manière de booster finalement ces CEM3 pour rendre finalement leur résistance à jeunage beaucoup plus performant. Aujourd'hui, nous y sommes. Aujourd'hui, nous sommes parce que nous y sommes aussi contraints. Et les entreprises et les fabricants de béton prêt à l'emploi ont été obligés de se contraindre d'utiliser ce type de ciment. Donc à un moment, les adjuvantiers ont aussi travaillé pour les aider à les utiliser dans des conditions cohérentes. Ça veut dire que si ces adjuvants n'existeraient pas, on ne pourrait pas décarboner autant le secteur de la construction, en tout cas le béton, qu'on le souhaiterait. Alors je ne veux pas dire que les adjuvants sont totalement indispensables à la décarbonisation du béton ou du bâtiment, mais je pense qu'aujourd'hui les adjuvants jouent un rôle important pour pouvoir utiliser des granulats de moins bonne qualité ou recyclés, et aussi pour utiliser des ciments bas carbone, dans des conditions normales, avec des conditions de main-d'œuvre et de sécurité sur les chantiers. D'accord, parce que le but étant toujours de continuer à maintenir la qualité de la construction et, le cas échéant, également la manière de construire. Oui, exactement. Il est très complexe de changer du tout au tout nos systèmes constructifs et maintenir un coût également de la construction qui soit compatible avec la situation économique des promoteurs ou des bailleurs sociaux. Une petite question complémentaire, je dirais, donc ça c'est l'état aujourd'hui, mais le secteur de la construction et le secteur du béton va vers le zéro carbone en 2050. Est-ce que les réponses adjuvantaires aujourd'hui sauront y répondre, ou il faudra quand même franchir une nouvelle étape là-dessus, y compris en changeant les habitudes constructives, parce qu'il en est aussi question à un moment donné. Mais de toute façon, à partir du moment où on devra continuer à s'améliorer, toute la filière de construction et la filière béton devra s'améliorer, et les adjuvants aussi. Et donc on va trouver d'autres solutions, et les cimentiers aussi. Tout le monde va développer des solutions nouvelles pour essayer de s'améliorer. J'aurai beaucoup d'actualités à écrire dans le futur. Bien sûr. Autre petit domaine d'activité, l'échappe fluide en particulier, elles se développent beaucoup, elles ont vraiment le vent en poupe aujourd'hui. Est-ce que pour les adjuvantiers, c'est un nouveau secteur d'activité? Est-ce que c'est quelque chose qui se développe en particulier? Je ne parle pas ici de la fourniture d'échappes en tant que telle, puisque certains adjuvantiers sont aussi fournisseurs de chapes, mais je parle bien de l'adjuvantation d'échappes. Est-ce que pour vous, Sinad, est-ce qu'il y a un nouveau vecteur de développement? Je ne dirais pas que c'est un nouveau vecteur de développement, c'est une solution technique qui se développe par rapport à d'autres solutions techniques, qui a démontré sa fiabilité. Et les fabricants d'adjuvants sont pour quelque chose dans la manière de démontrer cette fiabilité et ses rendements sur chantier. Est-ce que ça veut dire que la chape, quelque part, les adjuvantiers ont profité de leur expérience qu'ils ont eue avec notamment les bétons autoplaçants pour permettre
un développement notamment des chapes fluides ciment, ou de participer, on va dire ça plutôt comme Oui, ça. bien sûr, ça a contribué. Je dirais tout le background technique lié au développement des bétons fluides dans les 30 dernières années ont contribué à la fiabilisation et l'optimisation des chapes. Mais c'est un marché un peu plus spécifique et je dirais que effectivement les adjuvantiers ont développé aussi d'autres éléments pour ça. Au niveau du SINAD, je dirais, en dehors de ses missions de base, je voulais savoir, est-ce que vous pouvez préciser finalement quelle est l'actualité du moment du SINAD, quelles sont ses actions, notamment sur l'année 2024, qu'est-ce que vous souhaitez mettre en place, sur quel domaine d'activité vous souhaitez mettre en avant? Alors je vous ai dit tout à l'heure, nous travaillons sur plusieurs éléments en ce qui concerne notre groupe de travail développement construction durable. Donc nous avons réalisé depuis quelques années une étude sur les fibres et leur impact en fait sur les bétons. Nous allons communiquer en 2024 sur les résultats de cette étude qui ont un impact très important sur la mise en œuvre des bétons et la facilité d'utilisation des bétons grâce à ces fibres. Quand vous parlez de fibres, vous parlez de fibres synthétiques, de fibres métalliques ou de tout type de fibres confondues? Là, je parle de fibres synthétiques qui viennent remplacer, dans certains cas, les armatures métalliques. Et ces fibres qui peuvent aussi apporter des qualités complémentaires au béton, comme notamment de la résistance au feu. Oui, aussi, ou de la résistance à la fissuration de surface. Ou à très jeune âge. Exactement. Sachant que les bétons fibrés métalliques cette fois-ci, eux-mêmes, ont connu un développement important, puisqu'en France, on a fini par les autoriser, ce qui n'était pas le cas, et notamment sur le Grand Paris Express aujourd'hui, on utilise quand même des voussoirs armés de fibres métalliques et sans armature passive autre, ce qui est quand même un beau progrès. Tout à fait. Et ce qui, bien sûr, l'utilisation de fibres métalliques n'exclut pas l'utilisation de fibres synthétiques dans le même mélange de béton, puisque chacun d'eux peut apporter des caractéristiques différentes. Une approche totalement complémentaire. En fait. Complémentaire. En dehors des actions nationales, on va dire, du SINAD, le SINAD adhère également à la Fédération européenne des adjuvantiers. Quels sont finalement les échanges que vous avez avec cet organisme et finalement, au-delà de ça, au niveau de l'adjuvantation, est-ce que vous pouvez me dire également qu'est-ce qui se passe en dehors des frontières françaises? Alors, nous adhérons effectivement à l'EFCA, qui est l'association européenne des fabricants d'adjuvants. Et les gros enjeux sont environnementaux. Et en 2024, nous sortons la 7e EPD, donc en EFDES en français, qui est au sujet des plastifiants et superplastifiants. Donc ça veut dire qu'au niveau, j'irais bien sûr en France, le côté décarbonation, le côté RE2020 est prégnant. Mais est-ce qu'à l'échelle européenne, vous constatez également le même intérêt à décarboner la construction, même si ce n'est pas aussi fortement imposé qu'en France? Alors, au niveau européen, on voit le même mouvement. Dans certains pays, c'est même supérieur, où les gens sont en avant, dans les pays du Nord. Mais tous les pays et tous les adhérents de l'EFCA sont sur la même dynamique et voient leur marché sur la même dynamique d'amélioration environnementale de la filière construction. L'année 2024 marque un double anniversaire pour le SINAD. D'une part, la naissance de la liste COPLA, qui permettait finalement l'agrément et le contrôle des adjuvants. Cette liste COPLA est née en 1974. 1984, c'est la naissance de la NF adjuvant. Donc ça fait 40 ans et 50 ans respectivement. Je veux savoir, est-ce que le SINAD souhaite finalement quelque part marquer cet événement, organiser quelque chose pour fêter dignement ces éléments de parcours? Alors c'est plus que des éléments de parcours, parce que c'est fondateur de notre métier quelque part. Donc effectivement, on est en 2024 et il n'y a rien de mieux que les anniversaires surprises. Donc on est effectivement beaucoup plus focalisé sur le développement, sur l'avenir que sur le passé, mais il ne faut pas oublier les éléments fondateurs. Merci beaucoup Christophe pour cet entretien et au plaisir. Merci.